Olivier Weber, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Frontières, au pluriel, un livre publié aux éditions Paulsen. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes écrivain, voyageur, journaliste pendant des années. Vous avez été grand reporter au journal Le Point. Vous êtes prix Albert Londres, qui est la distinction ultime que peut obtenir un journaliste en France. Prix de l'aventure, prix Joseph Kessel. Vous avez écrit un grand nombre de romans et de récits, comme par exemple Le Faucon afghan, Le Grand Festin de l'Orient, La Bataille des Anges, Barbaresque, L'Enchantement du Monde, et reporter de guerre aussi, parce que en même temps, vous étiez un peu partout sur la planète. Et vous avez été notamment ambassadeur de France pendant 5 ans. Vous avez couvert une vingtaine de conflits, de l'Érythrée à l'Afghanistan, du Sahara à l'Irak. Alors, tous vos récits de voyage sont unanimement admirés et unanimement respectés. Et celui-ci, c'est un livre. Alors, est-ce que c'est une concentration d'une vie de reporter, ce nouveau livre? Non, c'était plutôt l'envie d'aller voir ce qui se passait du côté des frontières pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, je n'ai pratiquement fait que ça. Je suis allé voir aux frontières, de part et d'autre, des bordures, des limites de tel ou tel pays, par exemple entre l'Iran et l'Irak. Et je les ai traversées également pour voir ce qui se passait dans ce monde mondialisé, un monde quand même de barrières, de murs, donc pour rencontrer surtout les gens. C'était ça qui était important pour moi, voir qui traversait les frontières. Alors vous allez nous raconter, parce que vous êtes allé sur place, à la différence d'un grand nombre de journalistes, vous avez osé. Iran-Irak, comment ça se passe? Oui, comment ça se passe? On est Parce que dans la là, montagne, au nord de... l'Iran n'est pas en guerre, mais Oui, l'Irak est en guerre. tout à fait, l'Irak est en guerre. Eh bien, on voit qu'il y a, surtout dans la zone du Kurdistan, qui est pratiquement autonome maintenant, énormément de passages d'Iraniennes, par exemple, de femmes qui se dévêtent, qui enlèvent leur tchador dès qu'elles passent la frontière, de trafiquants en tout genre, et puis surtout de routiers, pétroliers, donc des conducteurs de camions de pétrole, de camions citernes qui viennent d'Iran, où pourtant on produit beaucoup de pétrole, vers l'Irak. Pourquoi? Pour raffiner en fait le pétrole du côté irakien. Et donc on est dans des montagnes, dans des routes qui serpentent, où ça glisse de partout, parce qu'évidemment le pétrole fuit dessous les camions. On passe à 2000, 2200 mètres d'altitude. Et l'hiver, il fait très très froid. Donc voilà, ce sont des frontières informelles, mais évidemment qui arrêtent beaucoup les migrants et d'autres passeurs. On voit même d'ailleurs des prostituées iraniennes qui arrivent, tenez-vous bien, en Irak. Alors pour diverses missions, on peut imaginer aussi qu'elles travaillent pour essayer d'avoir des informations sur le monde du pétrole ou le monde un peu interlope ou trouble qui règne en Irak. En tout cas, donc voilà, se cantonner ou rester aux frontières permet de voir énormément de va-et-vient d'une part, et puis une sorte de vie qu'on ne voit pas ailleurs. Vous avez pu être en contact avec plus ou moins des gens qui appartiennent à l'État islamique Non, dans pas cette directement. région? Je suis descendu à plusieurs reprises sur la ligne de front. Ils étaient en face de moi à 200 ou 300 mètres. On les voyait à la jumelle. Là, j'étais avec des combattants soit kurdes, soit des combattants chrétiens, soit des combattants yézidis. Et c'est une ligne de front qui est assez informelle. Ce qui m'a frappé surtout, c'est de voir ce mélange de l'autre côté, de la ligne de front, là, quelques mètres, au-delà d'une crête de 1,50 m à 2 mètres de haut de la terre, en fait, qui servait en quelque sorte de barrière. Ce qui m'a étonné, c'est de voir un mélange du côté de Daesh, de l'État islamique, entre une armée, mouvement armé, on va dire, plutôt hétéroclite, et deuxièmement, une armée conventionnelle avec des centaines de blindés, des centaines d'armes lourdes. Et ça, c'est de nouveau de voir cette sorte de symbiose entre les deux. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent, y compris surtout l'argent du pétrole. Autre frontière, celle qui sépare l'Afghanistan du Pakistan. Oui, alors donc c'est une frontière que j'ai franchie et refranchie, et on est dans les montagnes, dans les zones tribales, et quelquefois aussi dans un bout de plaine, et là j'ai dû la refranchir en fait dans une ambulance, cachée, déguisée en afghan, mais je ressemble pas vraiment à un afghan, et donc caché par des amis Ce afghans. sont des gens qui ont un teint clair. Oui, certains. Mais en tout cas, il fallait vraiment se cacher, ne pas parler. Et donc après, marcher à pied pour éviter les champs de mines, mais surtout aussi les combattants internationalistes en fait d'Al-Qaïda et de l'État islamique, pour ne pas les nommer. Et donc on est dans une frontière à la fois très fixe, qui a été donc délimitée par les Britanniques à la fin du 19e siècle, ce qu'on appelle la ligne Durand, et en même temps très informelle, parce que les Pashtuns qui habitent des deux côtés de la frontière la franchissent. Évidemment, ce sont les cousins ou les frères et sœurs d'une même famille, et souvent d'ailleurs des trafiquants, dont d'ailleurs des trafiquants d'héroïne
l'héroïne. Et sur ce segment de la route de la soie, on ne vend plus, on n'échange plus de la soie ou de la damaskine de Damas ou du tissu de Mossoul, mais on échange évidemment des armes et de la poudre blanche, donc de l'héroïne. Alors l'Afghanistan est très cher à votre cœur, hein, parce que Oui, oui, j'ai vous avez connu consacré. le commandant Oui, j'ai connu le commandant Massoud à Massoud. plusieurs reprises, dans les maquis en particulier ou à Kaboul. Et puis j'ai consacré quelques livres ou quelques documentaires. Donc c'est un pays, je crois, dont on ne revient pas tout à fait le même. On ne revient pas indifférent. J'ai vu ça, enfin, je ne parle pas pour moi, je parle pour les humanitaires, pour les voyageurs, pour les journalistes. Soit on aime beaucoup, soit on déteste. On est rarement au milieu. Autre exemple, celui qui concerne, alors là, on va prendre un tout autre continent, l'Amérique du Sud. Oui, l'Amérique du Sud, alors j'y suis retourné à plusieurs reprises, et y compris pour ce livre, et on s'aperçoit que les frontières sont tout à fait informelles. On est dans la plus grande forêt tropicale au monde. Les frontières, ce sont souvent des rios ou des fleuves, des petites rivières, et vous les franchissez pour aller, on va dire, 1 ou 2 ou 3 euros, avec là aussi soit des trafiquants d'or, soit des trafiquants malheureusement d'êtres humains. Ils sont très très nombreux dans la région, ou des trafiquants de drogue également qui viennent de la Colombie avec la cocaïne. Et on se rend compte que les frontières là sont extrêmement poreuses, y compris d'ailleurs entre le Brésil et la Guyane française, donc la France, donc un territoire européen, ou de l'autre côté entre le Suriname et la France. Et là, j'ai pu rencontrer par exemple le pasteur Abimaël, qui est un pasteur qui fait au moins 130 kilos et qui était devenu finalement non seulement un régisseur des âmes qu'il prétend sauver, mais aussi lui-même un trafiquant d'or. Ceux qui nous écoutent, les internautes qui nous voient, qui vous regardent, se disent: «Mais tout ça, c'est bien loin». Mais il y a plus proche. Il y a la frontière entre la France et l'Italie et le poste, frontière de Menton qui est désaffecté. Oui, alors c'est le bout de la route, hein. Je commence la route en Irak, je la poursuis par Tanger, le 3 de Gibraltar, sur 3 ou 4 continents, par le Pakistan, Sahara, et je finis effectivement à Menton, ce poste qui est désaffecté, mais qui arrête quand même bien sûr les migrants. Et certains passent par l'ancien pas de la mort de mon enfance, puisque j'ai habité en montagne au-dessus. Et le pas de la mort, c'est juste la petite falaise au-dessus de la mer, mais à quelques dizaines de mètres du poste frontière désaffecté. Et là, donc, ces migrants passent là et quelquefois tombent parce que c'est extrêmement dangereux. Donc, les frontières ont disparu en Europe et en même temps, bien sûr, elles existent. Et j'ai voulu finir le livre là pour parler justement des migrants, pour parler de leurs espoirs. Ce qui m'a surpris surtout à travers ces centaines, voire plus de migrants que j'ai pu rencontrer aux frontières, jusqu'à Tanger et ailleurs, ou en Irak, c'est l'immense espérance qui les habite, pour eux-mêmes bien sûr, mais aussi pour leur famille, voire pour leur pays, ou leur pays en devenir, s'ils sont en militants d'indépendance, on va dire, comme les militants du Darfour ou d'autres entités. Donc ça m'a frappé, cet espoir, même si évidemment certains de ces migrants sont des infiltrés travaillant pour Daesh ou pour l'État islamique, mais en tout cas l'immense majorité sont porteurs d'espérance, et je crois que c'est une grande leçon Mais vous à avez un regard, recevoir. humaniste sur le monde. Est-ce que ça n'est pas un regard un peu naïf aussi? Non, je crois qu'il faut avoir de la fraîcheur, voire de la candeur, en même temps beaucoup de cynisme, hein. Évidemment, parmi ces migrants-là, on détecte aussi qui sont les macros, il y en a, qui sont les trafiquants d'êtres humains. On ne parle jamais assez des femmes, mais toutes les migrantes, pratiquement, enfin l'immense majorité, la quasi-totalité des migrantes non accompagnées par des hommes sont violées, et quelquefois même accompagnées par les hommes, par des passeurs, par des trafiquants ou par des Libyens, des locaux, etc. Et non, je crois qu'il y a un regard peut-être, oui, d'humanisme, pas naïf, mais d'humanisme, ce qui n'empêche pas de détecter, évidemment, où sont les tueurs, où sont les trafiquants, où sont les membres d'Al-Qaïda ou des talibans. Finalement, à vous lire, et vous-même, enfin, c'est un petit peu la leçon que vous retirez de ce long, de ce périple, enfin de ces longs voyages, c'est que les frontières sont à la fois, poreuses et en même temps hermétiques. C'est tout à fait, contradictoire. Oui, alors moi je croyais évidemment pouvoir refranchir les frontières allègrement. C'est de moins en moins facile depuis quelques années. On produit de plus en plus de frontières depuis 1991, depuis l'effondrement de la maison URSS. On a calculé entre 28 000 et 30 000 km² de frontières, de murs, de limites qui s'érigent de part et d'autre des pays ou de pays en devenir. Et moi j'ai voulu les refranchir avec des écrits
écrivains que j'aime bien, comme Aragon, comme Goethe, comme Cervantes, comme Dos Passos ou Hemingway, qui ont été aussi des écrivains qui ont écrit sur les frontières. Donc c'était riche d'enseignements. Et encore une fois, c'est voyager avec le cœur et les yeux grands ouverts sur Vous les autres. partez avec des bouquins Beaucoup, beaucoup. quand vous voyagez? Très peu de vêtements et beaucoup de livres, ce qui est toujours compliqué pour franchir les frontières. Ça pèse lourd, la On culture. peut pas partir avec une tablette, ça pèse, Il y a ça, je prends les 2, mais j'aime le papier parce que c'est important. Je suis très ému que de voir, des migrants ou des habitants, de telle ou telle ville, de Lima au Pérou, à Kaboul en Afghanistan ou Karachi au Pakistan ou Calcutta en Inde, qui lisent des livres, soit des auteurs locaux, soit des auteurs, étrangers. Parce que pour moi, c'est aussi une source, d'espérance pour eux-mêmes et je pense que le livre est un passeport, est un pays, sans frontières. Merci infiniment, Olivier Weber, Merci à vous. pour ce nouveau livre. Donc, Frontières, vous apparaissez. Alors là, vous avez vous êtes au Pakistan, enfin au Pakistan ou en Afghanistan. Je pense que C'est plutôt vous êtes, l'Afghanistan, à mon avis, en Afghanistan. oui, c'est une photo Voilà, de Dimitri Bek, hein. voilà. Et donc, vous avez votre veste de la veste nécessaire à celle du voyageur, sans manches, mais il peut faire chaud ou froid, Il hein. peut faire chaud ou froid. C'est une veste, pakistanaise ou afghane qui tient chaud l'hiver et qui n'est pas trop chaud l'été. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, ce livre est publié aux éditions Paulsen, un grand livre finalement d'aventure. Oui, un livre d'aventure et puis un récit de voyage avec ces auteurs, voyageurs que j'aime beaucoup. Merci.